de vue. Mathieu Monzou. Bonjour, nous sommes au rendez-vous de l'émission Point de vue sur Zéphyr. Merci à vous toutes et à vous tous d'être encore avec nous ce matin. Un invité dans ce numéro, il nous vient de l'Alliance nationale pour le changement. Il s'agit de Nicolas Kwame Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières. On va parcourir avec lui l'actualité politique et sociale au Togo. Je suis accompagné dans cette émission par le directeur de publication du journal Temps Nouveau, Ibrahim Acha. Roger Telou met en onde cette émission. Mathieu Mozo, c'est mon nom, je gère le micro. La parole vous sera donnée après la demi-heure pour vos questions à notre invité. Ce sera sur deux numéros, 92 77 66 66, 96 30 66 66. Alejo, Alderide, Bafilo, Bassar, Kara, Niamtogo, Bagouda, Ketao, Kanté, 95.5. La première radio régionale au Togo, Zéphyr, une couverture exclusive. Bon, merci encore une fois d'être dans cette émission. Notre invité avec nous en studio, M. Nicolas Kwame Manti. Bonjour. Bonjour M. Mozo, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Zéphyr. Voilà, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'ANC. Merci à vous d'être encore une fois avec nous dans cette émission. Merci. Ibrahim Acha, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour aux auditeurs et auditrices de Zéphyr FM, comme c'est vendredi. Bonjour aussi monsieur l'invité. Comme c'est vendredi, nous avons l'habitude de souhaiter bonne prière de Juma à nos frères et sœurs en islam. Bon vendredi à tout le monde et que Dieu veille sur le Togo. Bon vendredi aussi à vous et bonne prière. Merci. Après l'émission. Bien, monsieur Nicolas Kwame Manti, comment se porte l'Alliance nationale pour le changement et ses dirigeants? L'ANC se porte très bien. Ses dirigeants également. Nous menons des activités sur le terrain. Nos structures sont mises en branle pour une meilleure sensibilisation des populations et nous faisons le travail qui est le nôtre. Nous allons très bien. Depuis votre dernier meeting à Kassimé, on n'a plus des nouvelles de l'ANC ou bien vous travaillez que c'est pas tout à fait un bout de battant? Pas tout à fait. Et certes, nous n'avons plus tenu de meeting depuis le 24 avril, mais on a un meeting à venir à Gouenivé courant ce mois, voilà. Et pendant ce temps, nous travaillons à l'intérieur du pays. Nous venons de boucler toute la région maritime, où nous sommes allés à la rencontre à la fois de nos dirigeants de structures à l'intérieur et les sympathisants. Donc, nous sommes à pied d'œuvre et bientôt on sera dans les régions de l'intérieur. D'accord. Merci pour ces informations. On va démarrer par... Monsieur Manti, vous avez certainement également ces informations au niveau de l'ANC. On sait que sur les autres attaques, surtout la deuxième à Kwikpakandi, l'ANC a rendu public un communiqué. Oui, l'attaque de Kwikpakandi avait ému plus d'un et notre parti avait publié un communiqué dans ce sens pour présenter d'abord ses condoléances aux familles éplorées et soutenir les blessés, leur souhaiter un prompt rétablissement et soutenir le peuple togolais dans son entièreté. Et nous avons suivi les informations également pour l'attaque de Golonkoussi que je connais très bien. Je connais la zone, la préfecture de Saint-Cassé, voilà. Et on se félicite d'abord pour cette capacité de nos forces armées d'être éveillées et d'avoir pu repousser les djihadistes, comme on les désigne.
Et ceci participe peut-être de l'engagement ou de l'appel de toute la classe politique à la population, cet appel fait à la population pour qu'elle participe à la lutte et à la défense du territoire national. Vous savez, moi je le dis toujours, la première ligne de défense, c'est la population. Bien sûr. C'est elle qui voit venir l'ennemi, c'est elle qui suit le mouvement. Et si elle n'est pas en harmonie avec l'armée, elle ne dira rien. Même si les civils vont mourir, elle ne dira rien. Mais quand il y a une certaine harmonie, voilà, les civils vous diront, ah, on a vu ceci, on a vu cela, voilà. Donc, les informations. Félicitons-nous pour avoir pu repousser cette attaque et restons vigilants parce que je ne crois pas que ce soit la dernière tentative. D'accord. Oui, on va dire finalement que le gouvernement a vu juste en instituant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. C'est justement cette semaine que cette mesure a été prise. Le gouvernement a sûrement des informations que nous n'avons pas. Et l'état d'urgence sécuritaire décrété dans la zone des Savanes, moi tout ce que je souhaite, c'est que son application ne vienne pas heurter la tranquillité des populations. On a vu ici, à la faveur de la Covid-19, l'état d'urgence sanitaire, ce que ça a donné. Et je souhaite que cela ne se répète pas, qu'on puise les expériences de ce qui s'est déjà produit par le passé pour mieux se comporter devant les populations, pour leur permettre de vaquer à leurs occupations et de donner un appui aux forces de sécurité et de défense pour le mieux-être de nous tous. Oui, le gouvernement a dit qu'il y aura vraiment une sensibilisation à l'endroit des populations. Je crois que c'est déjà une garantie. Oui, le problème n'est pas la population. La population, très souvent, vous savez, personne ne sortira la nuit profonde s'il n'est pas vraiment dans les besoins. Et quand les gens savent de quoi il est question, ils sont en paix, ils n'ont même pas besoin de l'état d'urgence de sécurité. Hein. Ils n'ont même pas besoin de ça. Ils savent qu'il y a danger et ils sauront comment se garder. Le problème, c'est le comportement de l'armée vis-à-vis des populations. Si l'armée ne brutalise pas les populations, c'est déjà bon. C'est ça seulement qui permettra aux populations d'être en symbiose avec l'armée. Et c'est ça qui va permettre aux populations aussi de respecter à la lettre l'état d'urgence sécuritaire. Mais quand vous brutalisez les populations, il y a en l'homme un animal qui n'aime pas qu'on le soumette. Voilà. Oui, Ibrahim, c'est vrai que lorsqu'on a annoncé cette mesure, les gens ont vu un peu ce qui s'est passé au début de l'état d'urgence sanitaire, mais je crois que le gouvernement a donné une garantie. Oui, le gouvernement a donné une garantie, mais il faut être un peu plus prudent. C'est dans l'approche des forces de l'ordre, dans la manière dont l'état d'urgence sécuritaire sera appliqué, qu'on verra si, entre-temps, il y a eu un travail de pédagogie qui a été fait à l'endroit des forces de l'ordre ou de sécurité. Mais il faut en même temps dire que après le changement de commandement au niveau de la force, en lien avec Covid, il y a eu quand même l'amélioration, certaine amélioration dans les manières d'agir des forces de l'ordre et de sécurité. Donc nous estimons que cette façon de faire qui est beaucoup plus, respectée, cette façon de faire qui est beaucoup plus souhaitée par les populations va continuer et que l'état d'urgence sécuritaire qui a été décrété dans la zone sera appliqué avec la manière et les rapports entre les forces de l'ordre et les civils seront, des rapports les plus cordiaux. Mais en même temps, il faut dire qu'en matière de sécurité, comme certains spécialistes le disent, il faut aller dans l'anticipation. Et donc, l'État, en instaurant l'état d'urgence sécuritaire, c'est pour pouvoir donner des possibilités d'action aux forces de l'ordre et aussi à l'État
d'agir promptement pour pouvoir préserver notre territoire de toutes ces velléités djihadistes. Et quand vous prenez un peu ce qui est décliné dans le cadre de cet état d'urgence sécuritaire, c'est dit qu'il y aura des contrôles d'identité. Vous savez que le plus souvent, je veux être un peu prudent, mais c'est que les populations, quand elles sont en face des forces d'armée, il s'agit de contrôle d'identité, il y en a qui ont des réflexes de fuir. Vous comprenez? Et ça, si on ne sensibilise pas bien les populations, de leur dire que même si vous n'avez pas votre pièce d'identité sur vous et que vous rencontrez une patrouille, il n'y a pas de problème, allez-y, ils vont vous poser des questions, ou bien même si on vous prenait, on amenait au poste, il y a quand même vos familles, les chefs de quartier et tout ça là, qui viendront témoigner et là on peut vous lâcher. Et l'autre aspect aussi, vous savez que la zone là c'est une zone beaucoup plus sensible en matière de commerce et tout ça là, les contrebandes et tout ça là, donc il faudrait que gérer tout ça. Voilà, il faut gérer tout ça là, donc les populations doivent être suffisamment informées et les forces de l'ordre aussi doivent aussi maîtriser la zone, avoir une idée sur la zone, savoir aussi qu'il y a des gens qui font le trafic des marchandises et autres, ce ne sont pas forcément les armes, ce ne sont pas forcément les djihadistes, vous comprenez? Donc, maîtriser les zones, comprendre l'aspect sociologique de cette zone, et là ça peut aider maintenant à mettre en œuvre cet état d'urgence sécuritaire. Donc l'essentiel c'est que cela se passe bien, qu'il y ait une franche collaboration entre les forces de l'ordre et la population de cette localité, et surtout on a parlé aussi de la possibilité d'expulsion ou bien d'interdiction de séjour sur le territoire. Donc que les populations ne soient pas heurtées. Vous pouvez avoir un étranger qui vient vers vous, mais vous ne savez pas qui il est. Peut-être que l'État a des informations sur cet individu. Donc tout ça là aussi c'est à gérer, et je pense que tout ce qui se fera dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire, c'est pour notre bien. Ça, il faut qu'on mette ça dans notre tête. C'est pour notre bien. C'est pour préserver le territoire de toutes ces velléités djihadistes. D'accord. Bien, on va donner la parole à notre invité sur certaines lois que nous avons eu à commenter dans ce studio. On va lui poser des questions pour mieux comprendre la position de son parti. Alors, on va parler, si vous permettez, Monsieur Manti. Le 30 juin dernier, le gouvernement a adopté, lors de sa réunion, un avant-projet de loi portant modification de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Un avant-projet de loi pour apporter des clarifications sur les dispositions relatives au rôle de coordination dévolu aux conseils régionaux, à l'interprétation de certaines compétences par les collectivités territoriales, à la destitution du maire et de ses adjoints. On va dire, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas encore le contenu, mais on va dire que c'est des ajustements qui continuent par être apportés à cette loi pour parfaire la décentralisation en cours au Togo. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous comprenez également ces modifications qu'on a annoncées. Merci Monsieur Mozo. Ce projet de loi me rend vraiment perplexe. Parce que d'abord, nous sommes dans un pays où la législation est instable. Nos lois sont instables, surtout en matière de décentralisation. On a constaté que tous les jours que Dieu fait, on modifie. Or, les conseils communaux sont installés pour développer des territoires. Et si la législation en la matière est si instable, comment pensons-nous que ces conseils régionaux puissent avoir ou mettre en place des projets de développement? On ne peut pas chaque fois changer le jeu, les règles de jeu. Je donne un exemple. Dans la modification qui est proposée pour être adoptée par les députés, l'adressage des rues, qui est une compétence propre reconnue aux communes, vient d'être transférée aux régions
ou en partage, en compétence partagée. Ça voudrait dire que la commune ne peut plus se lever et faire l'adressage des rues. Tout simplement parce qu'il y a une commune qui a procédé au changement de nom des rues. Alors que la loi prévoit des dispositions, lorsque un conseil communal a fait une délibération et que cela ne respecte pas les dispositions prévues, la loi en elle-même a prévu comment traiter ce problème. La loi donne l'autorité ou le pouvoir à la tutelle de saisir la juridiction compétente et en la matière la chambre administrative de la Cour suprême pour qu'elle dise le droit. Malheureusement, le ministre a écrit au maire pour dire bon, vous n'avez pas attendu que je prenne un décret. Mais les conseils existent depuis quand? Ça fait déjà plus de 2 ans. Et s'il n'y a pas eu de prise de décret, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute au maire. Le maire ne va pas attendre indéfiniment. Oui, à ce niveau, avant de poursuivre, monsieur Manti, d'abord, 2 situations. Vous avez dit que les lois sont instables, mais 32 ans sans élection locale, est-ce que ce n'est pas compréhensible que c'est l'apprentissage qui continue? Et puis ensuite, est-ce que c'était pas trop pressé au niveau de la commune Golfe 4 d'aller à cet adressage? En quoi c'est pressé? En quoi cela est-il pressé? Non. Mais les conseils sont là depuis plus de 2 ans. Et si c'est maintenant qu'ils procèdent à l'adressage des rues, je pense qu'ils ont trop tardé. Ils ont trop tardé. Maintenant, est-ce que c'était ça l'essentiel? C'était ça l'urgence par rapport à tout ce que nous avons? Tout est urgent et tout est essentiel. Dès lors que le gouvernement a pu penser que cela doit pouvoir être fait, ça veut dire que c'est essentiel et c'est urgent. Maintenant, 32 ans qu'on n'a plus tenu d'élection locale, c'est vrai, nous sommes dans l'apprentissage. Et cet apprentissage suppose qu'on doit pouvoir discuter avec ceux qui pratiquent la loi sur le terrain. Tout à fait. Le ministre ne peut pas tous les jours se lever et modifier. La loi dit, mais vous avez le pouvoir de saisir la Cour suprême. Si un maire a posé un acte, si un conseil a fait une délibération qui n'est pas correcte, vous saisissez la Cour suprême. Oui, peut-être que l'administration, en tout cas le gouvernement se dit, comme ce décret-là n'est pas encore pris, bon, peut-être que les choses ne sont pas encore bien assises, et donc... Même ça, c'est au juge de le dire. C'est au juge de le dire, voilà, vous auriez dû attendre le décret. En vertu de tel article de la loi, vous devriez attendre le décret. Ce n'est pas au ministre de le dire. Vous voyez? Oui. D'accord. Et en plus, le préfet qui est la tutelle, répondant au maire, dit, conformément à la lettre du ministre, votre délibération ne peut pas passer. Mais la lettre du ministre n'est pas une loi. On ne peut pas dire conformément à la lettre du ministre. Dans cette matière-là, on s'appuie sur la loi. Vous voyez? Donc, parlant des modifications qui viennent, et pour ne pas respecter la justice, pour ne pas donner la parole à la justice, le gouvernement trouve qu'il faut modifier la loi pour empêcher les mairies. Ah, c'est comme ça, vous comprenez? Exactement. D'accord. Oui, parce que rien, absolument rien, n'empêche l'application de la loi telle qu'elle existait, ou bien telle qu'elle existe. Elle n'a pas besoin de modification à ce niveau-là. Si seulement on peut laisser la justice de faire son travail, elle n'a pas besoin de modification. On en vient maintenant à d'autres modifications qui sont prévues dans ce document-là. Il y a la loi portant attribution et fonctionnement du district autonome de Grand Lomé, qui sera donc également modifiée pour permettre, là le gouvernement dit, de régler la question de la coordination d'activités exécutées dans le cadre de compétences exercées par les 13 communes en vue de s'assurer de la même qualité de tâches, en particulier celle relative à la salubrité dans l'ensemble de la capitale, parce que nous parlons de la capitale. Oui. Moi, pour répondre à ça, je voudrais d'abord qu'on parle du district autonome de Lomé lui-même. La loi
la constitution togolaise dit, dans son article 141, si j'ai bonne mémoire, que le Togo est divisé en collectivités. Je veux voir bien l'article et le lire. Hein. La République togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation, dans le respect de l'unité nationale. Sur la base du principe de décentralisation. Ok? Et ces collectivités territoriales sont les communes et les régions. C'est toujours l'article 141. Bien sûr. L'alinéa suivant dit: toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel dans les conditions prévues par la loi. Ok. Quand vous lisez cet article 141, on dit que le Togo a opté pour la décentralisation dans la gestion de ces collectivités. Et que les conseils sont animés par des gens élus. Mais le district autonome de Lomé, est-ce que vous trouvez le district autonome de Lomé tel que structuré dans cet article? Le district autonome de Lomé va être animé selon ce que pense le gouvernement par des élus délégués. C'est-à-dire que des élus délégués par des communes et des gens nommés par le chef de l'État. À leur tête, des nommés. C'est-à-dire que le gouverneur adjoint, le secrétaire général sont des nommés. Vous comprenez? On ne peut pas appeler ça. Ça là ne rentre pas dans cet article-là. Ce n'est pas une structure décentralisée, puisque la loi elle-même, s'agissant du DAGRE. Oui, puisque le gouvernement même donne un argument en créant par exemple le district autonome du Grand Lomé, qui est une collectivité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créée en vue d'exécuter des actions propres à la capitale. Pour le moment, ce n'est pas les attributions. Bien sûr. Moi, je parle de la création. Oui. Puisque on se dit qu'on est dans la capitale. Oui. Donc, le Grand Lomé, voilà, Lomé est la capitale. Donc, avec toutes les communes qui sont là, pour créer le DAGLE, ce DAGLE-là, il faut alors aller modifier la Constitution, l'article 141 de la Constitution. Qui ne prévoit pas ce type de collectivité territoriale. Ici, c'est un type hybride qui associe la décentralisation et la déconcentration. Ils vont dire que la loi dit toute autre collectivité est créée par la loi. Par la loi, oui. Mais il ne s'agit pas de collectivité hybride. C'est-à-dire que la loi... On n'a pas tiré sur la loi. Non. La loi on m'a dit tout simplement que c'est l'apprentissage qui continue. Donc, soyons précis. Demain sera meilleur, n'est-ce pas? Je le dis parce que je ne suis pas juriste, mais j'ai pratiqué un peu le domaine de la loi pour avoir été député. La loi a un esprit. Et le premier article, ou bien le premier alinéa de la loi, donne le ton de ce qui va suivre. Ce premier alinéa dit quoi? Donc pour vous, le DAGLE ne doit pas exister? Non, le DAGLE n'a pas sa place. Le premier alinéa dit que c'est sur le principe, la base du principe de la décentralisation. Pure et simple. Il n'y a pas de déconcentration dans ce domaine-là. D'accord. Donc, nous, à l'ANC, nous ne sommes pas contre que le Grand Lomé, comme on l'appelle, soit structuré. Mais il y a deux façons de le faire. Il y a deux façons. Il faut appliquer les textes alors. On applique les textes et on crée une région pour le Grand Lomé. D'accord. Elle peut s'appeler autonome ou comme vous voulez. Mais est-ce que ce soit une région et qu'elle respecte les principes de la région? Ou encore, la deuxième manière, on fait du golfe une commune, une mairie. C'est-à-dire que les communes telles qu'elles existent,
se mettent ensemble pour élire leur exécutif. Voilà les deux manières qui puissent passer selon l'esprit de la constitution togolaise. Voilà, on va marquer une pause, on revient pour la suite. Retour dans cette émission, merci beaucoup de nous suivre. Nous recevons aujourd'hui M. Nicolas Kwame Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières à l'Alliance nationale pour le changement, le confrère Ibrahim Macha. Et à mes côtés, voilà, M. Manti, nous sommes de retour. On va passer à une autre modification, mais avant, il y a ce message d'un auditeur qui nous dit que le ministre d'État s'ingère trop dans la gestion des communes sans respecter certaines dispositions de la loi. Votre invité a raison. Bon, le ministre aussi, s'il est ici, il aura aussi ses raisons à avancer. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Alors, qu'est-ce que le gouvernement attend depuis pour prendre des décrets d'application? Aussi, qu'est-ce que le gouvernement attend pour mettre en place les tribunaux administratifs? Voilà donc le message que nous envoie cet auditeur-là. Comme je dis, si le ministre est ici, Ibrahim, lui aussi, il va démontrer par A plus B les raisons que... Est-ce qu'on peut avancer sur une autre modification? Bon, voilà, on a fini peut-être avec la loi relative à la décentralisation. On va parler de la modification de la loi portant charte des partis politiques. Alors, là, à ce niveau, l'article 10 qui a fait beaucoup de polémiques au sein de la classe politique, mais l'autorité a éclairci les choses et je crois que tout est rentré dans l'ordre. L'article 10 dit « Nul ne peut être fondateur ou dirigeant d'un parti politique s'il ne remplit les conditions ci-après, être âgé de 25 ans au moins, avoir la nationalité togolaise d'origine, jouir de ses droits civils et politiques, être domicilié au Togo ». Voilà, est-ce que au niveau de l'ANC, ça vous pose un problème? Non. Non. Pourquoi ça nous poserait ce problème? Non. C'est clair. C'est clair. Ça n'a pas créé la polémique. Il n'y a pas eu de modification à ce niveau. On a juste enlevé un bout de phrase qui autorisait ceux qui ont acquis la nationalité togolaise de plus de 10 ans à être membre fondateur d'un parti politique. Donc ça ne nous dérange pas du tout. Ouais, l'article suivant dit... Il y avait eu quand même une polémique par rapport aux binationaux. Comment vous avez... Au niveau de l'ANC, les gens n'avaient pas compris en fait. Non, il faut connaître la loi. Il faut connaître la loi et pour savoir que ça ne s'adresse pas aux binationaux. Ça veut dire que quand vous êtes togolais de nationalité d'origine, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez plus avoir d'autres nationalités. Tout à fait. Tout ce qu'on veut, c'est que vous ayez la nationalité togolaise d'origine. Ça veut dire que votre maman est togolaise ou votre papa est togolais ou les deux sont togolais, c'est tout. D'accord. Ceci nous amène à parler du statut d'un parti politique de l'opposition. Jusqu'alors, je crois que les acteurs politiques ne s'entendent pas très bien sur ce statut. La concertation nationale entre acteurs politiques avait proposé est considérée comme parti politique de l'opposition toute formation politique qui n'est pas dans un accord de gouvernement, sauf dans le cadre de gouvernement d'union nationale ou de cohabitation. Ce parti-là ne partage pas un gouvernement avec le pouvoir. En ce moment, il est parti politique. Est-ce que au niveau de l'ANC, c'est comme vous ne semblez pas... de l'opposition. Vous ne semblez pas être d'accord? Non. En fait, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Et nous disons que quand un parti politique est en accord de gouvernement avec le parti au pouvoir, il ne peut plus se réclamer de l'opposition. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Des partis politiques peuvent ne pas être en accord de gouvernement avec le pouvoir et se réclamer de l'opposition alors qu'ils ne le sont pas. En fait, l'appartenance à l'opposition ne doit pas forcément être régie par la loi. Vous êtes de l'opposition. Ça se constate, c'est ça? Ça se constate. C'est par vos actes. Mais pour une loi, quand même, pour cadrer tout ça. Ça dit que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, il suffit d'aller à l'Assemblée et de dire, bon, moi je suis de l'opposition et vous êtes de l'opposition. Ah, moi je ne suis pas de l'opposition et vous n'êtes pas de l'opposition. Non. Ce sont vos actes, vos prises d'opposition. Oui, mais c'est ça, quelqu'un dit, est-ce que se lever tous les matins, crier que le pouvoir fait mal, est-ce que c'est ça l'opposition? Là non plus, c'est de l'anarchisme, c'est pas ça. C'est ça. Ce n'est pas ça.
Mais quand le pouvoir pose un acte qui, visiblement, est une violation de la loi, et que vous êtes de l'opposition, et vous applaudissez le parti là, vous pensez que vous êtes de l'opposition, vous n'y êtes pas. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Non, vous n'y êtes pas. Oui, ça dépend de l'interprétation aussi. Vous savez, c'est en fait, ce n'est pas les partis qui se réclament de l'opposition, c'est les populations qui disent, ah ben celui-là il est de l'opposition, l'autre ne l'est pas. Ça dépend de ce que vous faites. C'est pourquoi je dis, si vous faites, vous menez des actions que la population apprécie, ça ne signifie pas forcément que vous êtes de l'opposition. Ce n'est pas parce que la population apprécie vos actions que vous êtes du pouvoir ou de l'opposition. Bien sûr. Mais c'est parce que vos actions vous définissent comme de l'opposition ou du pouvoir. C'est pour cela que nous disons que la définition telle que proposée par la CNAP est bonne mais insuffisante. Elle est insuffisante. Tout à fait. Vous voyez? C'est-à-dire que nous voulons être dans un pays démocratique. Il faut qu'on l'assume. Il ne faut pas qu'on permette qu'on fasse, je ne veux pas dire du n'importe quoi, mais que des partis politiques de l'opposition assument cette responsabilité. Je suis de l'opposition, j'y reste, je défends mes positions, ainsi de suite. Puisque ça vous permet de faire des propositions. Tout à l'heure, quand je parlais de la loi du DAGL, je n'ai pas fait que critiquer. J'ai fait une proposition. L'ANC fait une proposition. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question. C'est ce pouvoir-là qu'on donne à l'opposition pour aider à l'avancement du pays. Bien sûr. Mais c'est dit, bon, moi je suis de l'opposition, mais tout le temps, vous ne voulez pas critiquer ce que fait le pouvoir. Quand je dis critiquer, ça ne veut pas dire dénigrer. Mais la critique permet de trouver des ouvertures. Et de faire des propositions. Une question, Ibrahim? Oui, ma question c'est par rapport à l'opposition, parce que le concept opposition là, c'est un fourre-tout au Togo, puisqu'il y a, comme on le dit, une opposition qui se dit modérée, une opposition qui se dit centriste. Donc l'opposition est plurielle au Togo. Au niveau de l'ANC, qu'est-ce que vous pensez être véritablement une opposition et quels sont les actes qui sont susceptibles de conférer vraiment à un parti politique le statut de l'opposition? Mais ça, c'est une question piège. Vous n'allez pas me demander de dire quel parti au Togo est de l'opposition ou ne l'est pas. Je peux le dire sans m'émouvoir, mais je ne suis pas venu pour ça. D'accord. Les camarades qui se disent de l'opposition et qui ne le sont pas, ils se connaissent. Ils se connaissent. On n'a pas besoin de leur dire que vous n'êtes pas de l'opposition. Ils se connaissent. Moi, ce que je veux, et ce que l'ANC veut, c'est que chacun puisse vraiment s'engager dans la vérité pour le bien de ce pays. Que le jour, on ne se dise pas de l'opposition et la nuit, on est avec le pouvoir sur le dos des populations. Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale actuelle. Quand la C14 était dans la rue pour faire des réclamations, pour des bonnes modifications de la loi, des réformes, il y a des partis qui étaient contre, qui s'acoquinaient avec le pouvoir en place. Et aujourd'hui, sont à l'Assemblée, se réclament de l'opposition. Ça fait leur job. Mais quand on est de l'opposition, faisons un jeu clair. D'accord. On va avancer rapidement avant de donner la parole aux auditeurs. Comment l'ANC se prépare pour les élections à venir? L'année prochaine, il y en aura 2, les régionales et les législatives. L'ANC se prépare à toute échéance électorale. Il n'y a pas de Quand souci. on est un parti politique, on se prépare pour toutes les échéances électorales. C'est le cas de l'ANC. On vous a entendu parfois dire qu'il faut assainir le cadre électoral, tout ça. Évidemment, aujourd'hui, nous prenons part aux séances du CPC. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec les conclusions de la CNAP. Non. Nous avons dénoncé les conclusions de la CNAP. Mais elles sont des conclusions, elles ont été arrêtées et vont être mises en œuvre. Nous sommes le CPC pour suivre cette mise en œuvre. Mais nous continuons à demander à ce que de vraies réformes soient faites. Surtout que le cadre électoral soit assaini. Quand vous parlez de l'assainissement du cadre électoral, que mettez-vous
Je donne un exemple. Hein? La CENI. L'ANC a proposé que ce soit une CENI paritaire. Vous savez, la loi dit que la CENI, d'ailleurs, quand on définit, c'est une commission électorale nationale indépendante. Mais elle est indépendante par rapport à quoi? Par rapport aux autres institutions de la République. Alors que vient faire le gouvernement dedans, l'administration publique? Que vient faire l'administration publique dans la CENI? C'est ça qui fausse la parité? Ça fausse la parité. Parce qu'il y a 7 pour la majorité oui, parlementaire. Sur le papier, il y a 7 pour l'opposition. L'opposition parlementaire et l'opposition parlementaire. Sur le papier, il y a 7 pour la majorité, 7 pour l'opposition, d'abord, alors qu'il vient chercher l'administration. C'est ça qu'il faut se la donner? L'administration est là, elle devrait être là pour tout le monde, donc ne doit pas être là-bas. Elle ne doit pas être là-bas. Ça, c'est d'un. De deux, mais elle travaille aussi pour tout le monde au sein de la CENI. Non, l'administration peut être sollicitée sans être à la CENI. Puisqu'elle est là pour tout le monde. Elle n'a pas besoin d'être à la CENI pour être sollicitée. C'est comme les forces armées. Hein? Oui. Mais la CENI sollicite les forces armées, non? Est-ce qu'elles sont à la CENI? Elles n'y sont pas. Donc, il faut qu'on soit clair. Le deuxième aspect de la CENI, on dit 7 pour le pouvoir, la majorité, 7 pour l'opposition. Mais qui est de l'opposition? C'est pour cela qu'il faut une clarification de la situation de l'opposition. Mais je prends un exemple comme l'UFC, qui a signé un accord de gouvernement avec l'UNI. Mais est-ce que l'UFC a dénoncé cet accord aujourd'hui? L'UFC n'est plus au gouvernement. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais est-ce que tous les membres de l'UNI sont au gouvernement? Non, ils ne sont pas tous au gouvernement. Donc l'UFC n'a pas besoin que quelqu'un de l'UFC soit au gouvernement avant qu'il ne soit en accord de gouvernement. L'UFC n'a non plus dit que cet accord est d'actualité. L'UFC n'a pas dénoncé cet accord ni l'UNI. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en accord de gouvernement. L'UFC ne peut pas se réclamer de l'opposition et occuper les sièges dus à l'opposition. Dans ce cadre, l'UFC doit chercher ses sièges au sein du RPT uni, pas au sein de l'opposition. D'accord, aujourd'hui c'est l'UFC qui est le chef de file de l'opposition. Peut-être ça aussi c'est une aberration. Peut-être que vous pouvez discuter de cela là-bas. Ça aussi c'est une aberration. Mais comment quelqu'un qui est en accord de gouvernement avec le RPT uni peut se réclamer au même moment de l'opposition? Ce n'est pas un gouvernement d'union. En tout cas, malgré cela, l'ANC est au sein de la CENI avec son représentant. Bientôt, il y aura forcément la révision des listes électorales. Je crois que la CNAP a fait cette proposition. À votre niveau, est-ce que vous êtes en train quand même de mobiliser les populations une fois lancé que ça se passe? En fait, parce que je sais que vous parlez parfois aussi de comment on l'appelle, de l'établissement des actes de naissance foraine. Voilà. L'ANC a demandé que un nouvel comptage, un nouveau recensement soit fait. Oui. La CNAP l'a proposé également. Et la CNAP a accepté ça, ce principe. C'est pour cela que l'ANC mettra tout ce qui est en son pouvoir pour sensibiliser les populations, pour appeler les populations à aller se faire recenser. Okay? Mais nous avons demandé également qu'avant cela, qu'il soit tenu des audiences foraines pour délivrer aux Togolais qui n'en disposent pas les actes de naissance, de nationalité et la carte d'identité nationale. Mais actuellement, au nord, avec l'état d'urgence sécuritaire, oui. Mais il faut que les Togolais aient des pièces d'identité pour jouir de leurs droits de citoyens. Pour s'identifier. Vous voyez? Ce que nous demandons, c'est vrai, ça a un coût. Mais quelles dépenses on ne peut pas faire pour avoir un pays harmonisé, des citoyens heureux, des élections transparentes? Donc ces audiences foraines doivent être tenues avant le lancement du recensement. C'est ce que nous souhaitons. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le mois de juin. Nous ne savons pas quand auront lieu les élections régionales. Mais si les élections régionales auront lieu en début d'année, comme l'a signalé le chef de l'État, alors, supposons le premier trimestre de l'année prochaine, ça veut dire qu'il nous reste 9 mois.
9 mois, on n'a pas encore fait les audiences foraines. Quand est-ce qu'on les fera et pouvoir commencer le recensement? C'est là la question. Et la CNAP avait dit qu'ils vont faire ces audiences foraines sous forme d'essai. Ça veut dire que dans leur esprit, cela ne devrait pas couvrir tous les territoires nationaux. Mais c'est dangereux. On ne peut pas faire les audiences foraines dans une zone seulement et laisser le reste du pays. On ne doit pas continuer par faire un recensement sur témoignage. C'est-à-dire que évidemment nous sommes dans la CEDEAO, mais jusqu'ici, je ne vois pas une loi de la CEDEAO qui autorise tout citoyen de la CEDEAO à voter dans n'importe quel pays membre de la CEDEAO. Est-ce que Ibrahim a une question par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, mais je voulais dire par rapport à l'établissement des cartes d'électeurs, et il venait d'évoquer le principe de témoignage. Je pense que pour le moment, ça continue quand même par avoir effet. Et les gens s'inscrivent sur les listes électorales en passant par le principe de témoignage. Et ça aussi, c'est bien ordonné. Ce n'est pas par vous arrivez, vous témoignez, c'est fini. Mais il y a le chef du quartier, le chef du village qui vient témoigner et tout ça sur le principe du fait que nous sommes toujours ensemble, nous nous connaissons. Et là, il est né ici, il a grandi ici. Mais je ne dis pas que c'est ça qui est vraiment le principe qui doit y être. Mais il faut parfaire cela par les audiences foraines dont M. Manti parlait, et en même temps appeler l'État aussi à évoluer dans la manière d'organiser les élections, de manière à accorder une certaine crédibilité, une certaine fiabilité au processus que le Togo conduit en matière électorale. Une réaction, et puis on va donner la parole aux auditeurs, ne serait-ce que... Ces réformes que nous appelons de tous nos voeux vont permettre une certaine stabilité au pays. Vous savez, avec tout ce qui se passe au Sahel et ces agressions que nous subissons, on a besoin d'être en harmonie. On a besoin d'une certaine stabilité. Et ça passe aussi par la politique. Et on a demandé au niveau de la CNAP que soient libérés les détenus politiques. Mais M. Oro Dimon est toujours là-bas, détenu. Il n'est pas le seul, c'est lui, c'est son nom qui m'est venu en tête. Il faut les libérer. Tous ces gens-là ont derrière eux au moins 2 ou 3 personnes. Il ne faut pas laisser les gens dans la frustration. Nous avons demandé que les exilés politiques reviennent. Il faut le faire, ça ne nous coûte absolument rien. Si ça peut apaiser, il faut le faire. Il y a tant d'autres exemples. Voilà. Mais, par contre, ce que nous voyons faire le gouvernement, je reviens dans les modifications de la loi. Le gouvernement dit, pour qu'un maire sorte du Togo, hors du Togo, il faut qu'il ait l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. Mais c'est absurde. C'est une autorité locale. Non. Mais le maire peut sortir pour des raisons de sa commune ou pour ses propres raisons. Oui, juste signaler. Non, c'est pas ça. Quand on dit signaler, c'est différent d'avoir l'autorisation. C'est différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dans une loi qu'il faut une autorisation particulière pour que le maire sorte hors du pays ou que le président de région sorte du pays. Non. Si c'est dans le cadre de sa fonction de président de région ou de maire, il informe sa tutelle. Il informe sa tutelle. Mais ça c'est autre chose. Mais pas jamais une autorisation. Nous sommes pas. Moi, je suis ton opposant. Je vais aller mener des activités politiques à l'extérieur. Tu sais que ces activités-là peuvent te faire mal à ta position politique. Mais c'est toi l'autorité de tutelle. Si je demande l'autorisation, si tu vas m'en donner. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans la loi. On va comprendre aussi l'esprit de cette loi aussi. Parce que sous d'autres choses, si je prends le cas du Bénin, il y a eu un cas pareil. Un maire qui a pu prendre le vol, mais alors qu'il y avait une poursuite judiciaire contre ce maire. Et par la suite, vous avez vu ce qu'il a donné. Une poursuite judiciaire où là, la justice prend des dispositions pour permettre la sortie. Ça, c'est autre chose. Monsieur Manti, je suis sûr qu'il y a au moins 2 ou 3 auditeurs qui voudraient vous poser. Oui, avant ça, est-ce qu'on peut juste dire quelque chose sur les manifestations? Oui, on va dire un mot. On va terminer avec ça. Je crois qu'il y a un auditeur, allô? Oui, bonjour, le plateau. Oui, bonjour. Benoît Dagouin. Oui, Benoît.
Bon, vous savez... il faut être direct parce que on n'a pas vraiment de temps. Okay. Oui. Je dirais oui. brièvement que je suis déçu, ou bien l'opposition togolaise n'a plus la bouche. Vous allez m'expliquer. Merci. Pourquoi vous dites ça? Ils ont donné des beaux discours. Depuis, je ne sais pas, en 2015, ils ont dit, on a volé les élections, ils ont marché 3 ans, je ne sais pas trop, mais ce qui est venu. Ils ont dit que le président fort. Vous voulez dire que leur action ne porte pas, c'est ça? Leur action, merci beaucoup. On a compris. Je vais transmettre ça à M. Manti. Notre ami Benoît Dagoé dit que l'opposition n'a que la gueule, qu'ils ont dit qu'ils vont marcher, ils vous ont posé des actes, mais depuis les résultats ne suivent pas. Ben, je comprends sa frustration. En tant que citoyen togolais, je comprends qu'il souhaite un changement, un mieux-être pour tous. C'est pour cela, ne voyant pas venir l'alternance, il est frustré. Ça se comprend. Mais il y a le ministre Trimois qui a donné un conseil aux Togolais, à l'opposition togolaise, que si vous voulez prendre le pouvoir, allez prendre les armes. Nous ne voulons pas attendez. On va pas rentrer dans cette polémique, monsieur Nous Manti. ne voulons pas suivre cet exemple. Ouais. C'est pourquoi nous menons des activités politiques. Nous menons des actions politiques. Nous n'irons pas prendre le pouvoir par la force. Ok? C'est à notre vis-à-vis de comprendre qu'il a perdu les élections et de céder de façon démocratique. Donc, ce n'est pas la gueule. Nous ne faisons pas la gueule. Nous faisons la politique. Et nous n'allons pas solliciter la violence dans ce que nous faisons. J'espère que Benoît a saisi votre réponse. Il y a quelqu'un d'autre ou voilà. Donc, je ne sais pas ce que M. Manti a apporté comme précision par rapport à la loi sur les manifestations publiques, parce que vous souhaitez vraiment qu'on fasse cela. Oui. On va aller rapidement, ça serait le dernier sujet. Oui, cette loi, curieusement, revient pour amplifier ce qui avait été dénoncé sur le plan national et sur le plan international. C'est-à-dire que des dispositions qui empêchent qu'on manifeste pratiquement partout. Sur les routes nationales. Oui, les routes nationales. À côté des camps militaires, à côté des sanitaires, des chancelleries, tout ça là. Oui. Finalement, il reste où? Et on dit il reste dans la rue. Non, vous ne pouvez manifester là où il y a des activités économiques. Mais dites-moi, où est-ce qu'il n'y a pas d'activité économique? L'article 9 qui le dit, les manifestations sont interdites sur certains axes, à savoir toutes les routes nationales bitumées, les axes zones proches des institutions de la République. Voilà, on les a cités tout à l'heure. Dites-moi, il reste où? Même les champs, que ce soit dans un champ de maïs, mais c'est économique, non? Alors on va marcher où? On va manifester où? Mais c'est absurde, on ne peut pas faire une loi comme ça. On ne peut pas. C'est-à-dire que quand on fait une loi, il faut par moment s'inviter dedans pour essayer de la pratiquer soi-même et voir si elle est possible. D'accord. Le RPT uni ne peut pas dire qu'ils ne feront pas de manifestations. On les voit faire des manifestations, non? Mais ils ne font pas faire des manifestations et ils vont faire ça où? Sur la mer? On verra, ils doivent respecter la loi. Ça s'applique à eux aussi. Tout le monde. Non, c'est-à-dire qu'ils savent que quand ils font ça, c'est pour empêcher l'opposition de manifester. Nous, ce que nous demandons, donner la liberté à tout le monde. Et la police et la gendarmerie sont là pour faire ça. Ils ont également dit... Oui, non, parfois lorsque ça se passe, vous allez voir, ça bloque les activités. Oui, les manifestations sont faites également pour ça. Mais ceux qui ne veulent pas manifester doivent vivre, M. Manti. Oui, ceux qui ne veulent pas manifester, ils doivent vivre. Les manifestations ne durent pas toute une semaine. Les manifestations ne durent pas toute une année. Les manifestations, c'est juste un moment. De 8h à 19h, c'est beaucoup. De celui qui vous gère tous à améliorer les conditions de vie d'un groupe qui va se réjaillir. Mais ceux qui vendent là,
Ceux qui mettent Merci les beaucoup, monsieur. Qui va les acheter? C'est la population. Merci, monsieur Mati Kwasi, le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'AIC. On aura l'occasion de revenir sur toutes ces informations. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir consacré votre temps ce matin. Merci également à Benoît qui nous a appelé. On sait qu'on n'a pas ouvert la ligne très tôt, mais excusez-nous, on trouvera toujours l'occasion. Merci à Ibrahim Acha. Cette émission s'achève ici. C'est la dernière de cette semaine. Merci pour votre attention. On se retrouve lundi. Merci à tous. Roger Tello a assuré la mise en onde. Mathieu Mozo, c'est mon nom. Bon week-end.